Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur Marie Larocque. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ben oui, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es maman de 5 enfants, grand-maman 2 fois, et t'as été enseignante, et là, pour l'instant, t'es traductrice, correctrice, et tu travailles un peu partout à travers le monde. Ouais, ben je travaille toujours de mon laptop, en fait, fait que je peux me déplacer où je veux. Une grande voyageuse, tu voyages depuis toujours, ou presque? Ouais, pas mal presque. Depuis que je suis majeure, en fait, depuis que je sais qu'on peut prendre l'avion, puis c'est si facile, et je le prends, et je vais partout. La preuve, c'est que t'as abandonné l'université 2 semaines avant la fin et t'es partie sur un coup de tête en voyage. Ouais, ben j'avais vu une phrase qui disait, en gros, là, qu'à chaque fois qu'on se réveillait, non, que là, la folie, c'était de répéter la farce qu'on jouait la veille, puis ça m'avait fait réaliser à quel point j'étais pas à bonne place dans ma vie. J'allais à l'école, j'aimais plus ça. Je courais après un diplôme, c'était plus si hot que ça, puis je m'en rendais pas compte, en fait. Je continuais, j'avais 2 enfants, c'était compliqué. Finalement, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Fait que je suis partie, ça c'était un lundi soir. Le vendredi, j'étais dans l'avion avec mes 2 garçons. On était allés s'acheter une vanne en Angleterre, où je voulais passer ma vie, en fait, je voulais aller en Chine, là. Finalement, j'ai juste passé 1 an, parce que je suis revenue enceinte de ma 3e enfant. Mais moi, ce que ça m'avait dit, en fait, c'est à ce moment-là que j'avais le goût de faire ça. Mes études, c'était pas si important que ça, dans le sens où j'étudiais en littérature parce que j'aimais la littérature, mais c'était pas pour avoir un diplôme. En tout cas, pas quand j'avais commencé. Puis là, je me suis rendu compte que je continuais parce que je m'étais fixé un but, puis que j'étais... Pas que j'étais incapable de lâcher, je le concevais même pas. Fait qu'en le concevant, ben après, ça a été l'histoire de ma vie. Moi, c'est rare, je me fais chier 2 jours de fil. Dès que je me rends compte que je suis pas en train de faire ce que je veux, je change, là. Pourquoi? Ben parce La que vie est courte? Ben non, mais c'est parce que je pense que tout est à la portée de tout le monde, selon ses besoins. Mais j'ai pas des gros besoins, ça fait que, tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent. L'avion, ça coûte cher, mais c'est la seule grosse dépense, je pense, dans un voyage. Fait que j'ai pas de goût de luxe, fait que j'ai pas besoin de gros revenus puisque j'ai pas de grosses dépenses. Donc je pense que son choix de vie est à la portée de n'importe qui, dans la mesure où tu veux pas être, tu sais, j'ai jamais voulu être astronaute, là, peut-être que c'était pas à ma portée, mais... C'est important pour toi de transmettre ta passion du voyage à tes enfants? Ben, c'est un peu raté, ils sont assez sédentaires, mes enfants. J'en ai peut-être une qui va voyager plus que les autres, la 3e, mais ils sont assez... tu sais, moi, je viens d'une famille de sédentaires, j'ai la bougeotte, peut-être que ça saute des générations, je sais pas. C'est laquelle de tes enfants? La 3e, celle qui a un enfant, est allée en Angleterre déjà avec son bébé, justement, l'an passé. Ben, son père est anglais, fait qu'elle se promène souvent entre l'Angleterre et Montréal, mais tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait du goût quand même de partir avec un petit qui avait même pas 1 an. Je trouve ça cool, mais c'est pas des... Ils aiment Montréal, ils aiment l'hiver, ils aiment la stabilité beaucoup plus que moi, là. Et t'es allée où avec tes enfants? Oh mon Dieu, je suis allée partout. Je suis allée, bon, je sais pas, avec mon premier voyage, en fait, avec un de mes enfants, c'est en Russie, quand Mathieu a eu 3 ans. Puis c'est la première fois que je voyageais avec un enfant de court. C'est la première fois que j'allais... Non, c'était pas la première fois que j'allais en Russie, pardon, c'était la 2e. Mais je me souviens, quand j'ai pris sa petite main, on était atterrés à Bruxelles, justement, puis... ben justement, dans le sens où t'arrives de Bruxelles, là. J'étais arrivée à Bruxelles, j'avais pris sa petite main, puis on était parti prendre un train, puis mon Dieu, j'avais trippé ce jour-là de me dire, ah, je suis au bout du monde avec mon enfant, on est libre. Ça refaisait la boucle avec mon premier voyage toute seule à 18 ans. Puis c'était tellement facile, puis tu sais, je parlais pas russe, j'avais beaucoup de difficultés, mais comme tout le monde voulait m'aider parce que j'avais un enfant. Personne qui me cruisait, j'étais plus une fille, j'étais une maman. Les gens me respectaient, c'était hallucinant. Puis ça a été tellement facile, ce voyage-là. Après, je trouve que les voyages sont faciles en général, mais avec un enfant, ça l'était encore plus. Puis ça avait comme ouvert une autre porte à la maternité. Je me suis dit, ah, tiens, avec les enfants, tu peux aussi continuer à te promener. Parce que, comme beaucoup de personnes, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, ah, ben, je vais arrêter de voyager, je recommencerai après, alors que pas du tout. Je pense qu'on peut les inclure là-dedans. Puis bon, après la Russie, j'étais partie, je veux dire, j'ai amené beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ma petite dernière a dû aller au moins dans 20-25 pays facile à ses promenades. Je pense qu'elle a plus voyagé qu'elle a vécu au Québec, si je me trompe pas. Mais ça fait une belle petite vie colorée. Puis à un moment donné, je pense que c'est normal aussi qu'elle ait peut-être le goût d'être stable. Puis s'ils le sont, c'est bien correct. Moi, ça me fait des places où squatter quand je viens à Montréal. C'est parfait. Et tu as vécu plusieurs années du côté d'Haïti? Oui, j'ai vécu une fois 4 ans, de 97 à 2001, avec les 5. Ben, j'étais partie avec 4, je revenais avec 5, comme chacun sait. Puis je suis retournée après le tremblement de terre avec mes 2 plus jeunes. Il y a une autre de mes filles qui est venue nous visiter. Puis là, on est resté 3 ans pour...
On a aidé les mémés. On a essayé, en fait, d'aider. Je pense qu'on s'est un peu trompé dans notre façon d'aider les gens. Mais c'est parti d'une bonne intention. Si c'était à refaire, je le referais, mais très, très, très différemment. Puis c'est ça un peu que j'essaie d'expliquer dans le livre, d'ailleurs. C'est que on n'est pas des blancs colonisateurs, là. Nous, on est allés même pas faire une différence. C'était juste d'essayer de faire ce que nous, on pouvait faire. Puis dans la petite mesure de nos petits moyens, on a fait des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Puis Mémé Attaque Haïti, c'est le blog. C'est comme ça que le grand public t'a connu et a connu tes enfants. ouais, on pourrait dire c'est un peu grâce à Patrick Lagacé. Ben, en fait, c'est grâce à Patrick Lagacé qui en avait parlé dans la presse, puis pour dire que c'était une aventure un peu différente, que c'était loin des centres, loin des hôtels, que j'avais une belle plume, blabla. Puis ça m'a fasciné en fait de voir qu'il y a des gens qui Haïti intéressaient pas, qui se sont intéressés à Haïti parce que c'était autre chose. Moi, j'étais pas du tout dans le portrait de la misère ou de la difficulté, de la catastrophe. J'étais plus dans l'humour, dans le sens que moi, je les trouve très drôles, là. Il y a plein de situations complètement loufoques pour un non-haïtien, là, qui me faisait rigoler. Puis je trouvais ça le fun de partager une vision d'Haïti qui était tellement sympathique, accueillante, pas dangereuse, vraiment enveloppante. Puis comme moi, je trouve qu'on a tellement beaucoup, beaucoup d'idées sur Haïti qui sont fausses, je trouve ça le fun de donner un autre son de cloche, puis que les gens me croient, que les gens m'écrivent. J'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Puis je me dis, ça sert à quelque chose dans le fond. Puis Haïti, c'est un pays qui fascine, puis qu'on comprend à moitié. On a beaucoup, beaucoup de jugements. Bon, le pays détruit quand on se fait qu'il n'est pas reconstruit. Serait-tu qu'ils sont paresseux? Ça serait, tu sais, il y a toutes sortes d'explications de toutes sortes de gens qui... Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas le pays. Puis moi, je prétends pas le connaître mieux que personne, là, loin de là. C'est juste que j'ai mon expérience à moi, qui était quand même assez longue. Puis je la juge assez crédible pour donner un autre son de cloche, justement, sur un pays qui est magnifique. Mais l'idée de partir avec tes deux filles, Emmanuelle et Justine, c'était pour aller aider deux familles là-bas. Ouais, ça pourrait aider la famille de Gogo, qui était notre voisin quand mes enfants étaient petits, et de Francine, qui était la bonne, celle qui s'occupait des enfants quand ils étaient petits. Puis c'est des gens qu'on avait beaucoup aidés à l'époque. Puis le tremblement de terre a démoli carrément la maison de Françoise. Gogo a perdu son emploi, tout ça. Puis c'est des gens qui nous avaient énormément aidés aussi beaucoup à l'époque. Fait que pour moi, c'était naturel de... Ben, c'était naturel. C'était même pas une question d'aide, je pense. Haïti, c'était comme devenu un peu un second pays, là. Quand même 4 ans, c'était intense, là. On a créé des liens, les enfants aussi. Ça fait que moi, c'était comme sans tomber dans le mélodrame, c'est pas ma famille, tout ça, mais c'était des liens. C'est comme si j'apprenais qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Montréal, dans un quartier où j'ai des amis, j'aurais envie de faire quelque chose, de faire un geste. Puis Haïti, c'est ça. Puis de toute façon, j'étais déjà très mobile parce que je travaille à distance. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller en Haïti, c'est tout. Je vais aller continuer à faire ce que je fais déjà, traduction, correction en Haïti. Puis à côté, je vais essayer d'aider ces deux personnes-là. Puis finalement, après le projet a continué, là, je me suis mis à aider les mémés, à faire des petits commerces parce que je trouve ça donc bien cool d'aider les gens. Mais ça, on pourra revenir après si tu veux. Mais ça, je pense que c'est une erreur, en fait, d'aller donner de l'argent comme ça à des gens pour faire des commerces. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de prêter, de se faire rembourser, de vraiment impliquer la personne. Pas juste se dire, tiens, je te fais un commerce, puis arrange-toi pour que ça roule. Ça roule pas, ça marche pas tant que ça. Ça a très très bien marché pour Gogo, mais Gogo avait déjà... à la limite, il avait pas besoin de moi. Là, je l'ai aidé. C'est allé plus vite parce que moi, je l'ai aidé, mais c'est un gars qui avait déjà tout le potentiel du monde, qui se serait très très bien débrouillé sans moi. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche très bien pour lui, alors que Francine, ça... Tu sais, franchement, son commerce, il a pas levé. Elle a mangé tout ce qu'elle a vendu. Puis après, c'est normal aussi. Je veux dire, t'as pas grand-chose. Tu te ramasses avec un petit commerce, un petit revenu. T'es toujours dans le manque, forcément. Tu vas le dépenser, tout ça. Mais je pense que si je l'avais forcé à me rembourser, faire un petit plan, elle aurait été obligée de le faire rouler, son commerce. Puis qu'en plus, ça aurait pu me permettre d'en aider beaucoup plus. Mais surtout de ne pas tomber dans la citana que finalement, j'ai fini par comprendre à quel point ça cause des dommages. Non seulement c'est pas de l'aide, c'est pire que de l'aide. Je pense que ça serait mieux de ne pas les aider que de les aider de cette façon-là parfois. Là. Et t'as demandé avant de partir à tes amis de donner le montant d'argent de leur âge? Ouais. Ben, je voulais que les gens participent, puis je me disais, quand on envoie de même une demande, voulez-vous faire un don, il y a toujours toutes sortes de malaises, tu sais pas combien donner, si tu donnes 20$, tu vas te sentir cheap, 100$, c'est-tu trop, 5$, ça se prend-tu, ça fait que je me disais, j'ai demandé aux gens quel âge ils ont, puis ils me donnent leur... Surtout qu'en moyenne, tu as plus d'argent, normalement, plus t'es âgé, plus t'as de moyens, fait que si t'as 52 ans, 52$, pas tant que ça, si t'en as 19, ben 19, ça passe encore. Puis après, j'ai reçu, c'était drôle, il y en a qui m'ont envoyé c'est des forfaits familiales, là, genre 82$ parce que un a 26, l'autre a 28, l'enfant a 4 ans, l'autre a 12, puis le chien il y a 1 an, genre nous on participe en famille, je trouve ça vraiment
vraiment, vraiment sympathique. Surtout que mes amis ont beaucoup participé, mais il y a beaucoup de gens que je connaissais pas qui ont participé. Puis forcément, ça touche, là, parce que c'est de l'argent, tu sais, puis je me dis, ils me font confiance, pareil, il y a tellement d'histoires de détournement de fonds, puis je veux dire, il y en a beaucoup, là, ça, on se le cachera pas. Puis j'étais touchée, tu sais, je me dis, ils me font assez confiance pour... Parce que moi, l'idée, c'est de dire, je vais le faire, le transfert à 100%, je suis pas la Croix-Rouge qui va payer un salaire faramineux, des loyers, tout ça. Mon voyage était à mes frais, je veux dire, tout ce qui était ma vie, c'était à mes frais. Donc, c'est clair, quelqu'un qui me donnait 5$, ben, il donnait 5$ direct à un Haïtien, non pas 12 cents et demi, là. Fait que ça, j'ai trouvé vraiment les gens généreux, en tout cas, c'était impressionnant. Si tu me permets, Marie, on s'arrête justement qu'on parle de l'argent que les Québécois ont donné un peu partout et que finalement, au bout du compte, on s'est rendu compte que c'était pas automatiquement remis aux Haïtiens.